Bonjour, ici Pierre-Philippe Renaud pour un tout nouveau Discuter entre les dés. Je suis encore au poste. Et cette semaine, en fait, encore une fois, j'ai deux sujets qui vont s'alterner un après l'autre. Le premier étant, dans le fond, sur la création de personnages pour les joueurs, et le deuxième étant sur l'écriture d'aventures, en fait, pour les DM. Donc, si on commence, vous savez, moi, le premier personnage que j'ai joué de ma vie, lorsque j'étais au secondaire, c'était un ranger, c'était un rôdeur de la deuxième édition qui avait probablement le nom le plus normal ainsi que la personnalité la plus normale. Et je l'ai joué pendant quelques mois, le temps que la campagne dure, durant l'heure du midi. C'était une expérience correcte, dans le sens que je pense qu'il faut commencer quelque part concernant son personnage. On va pas tous être des individus extrêmement variés, complets, complexes, direct en partant. Et surtout que j'avais environ 12 ans, donc on va s'entendre que côté extrapolation et côté élaboration de personnages, c'était pas la chose la plus riche. Mais je trouve que c'était le point de départ qu'il me fallait afin de pouvoir commencer réellement à explorer ce merveilleux monde qui est celui du jeu de rôle. Et aujourd'hui, en fait, je vais vous donner 5 petits trucs pour commencer très 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 rapidement là, afin de pouvoir vraiment bien développer vos personnages. Je vais tellement y aller rapidement que parce que je trouve que la deuxième partie de l'enregistrement va surtout être, on va dire, la chair autour de l'os. Au final, je vais dire 5 petits trucs rapides pour créer, dans le fond, pour se créer un personnage que je trouve important lorsqu'on débute une partie de jeu de rôle. J'ai eu pendant longtemps l'habitude de comme créer, on va dire, mon personnage de A à Z, échelonné sur plusieurs pages et plusieurs backgrounds. Un background complètement complexe et complet, définissant chaque facette de sa personnalité. Et j'ose avouer que j'ai changé avec les années. Je trouve ça moins optimal, je trouve ça moins utilitaire, autant pour moi que pour le DM. Je trouve que ça fait en sorte que mon personnage va être trop ancré dans un carcan qui va l'empêcher d'agir à l'extérieur de sa petite boîte de base. Et ça fait partie un peu on va dire des petits trucs, parmi les petits trucs que je veux vous donner, le premier étant tout simplement de euh, créer des zones en fait de grises, des zones blanches, des zones blanches dans votre personnage concernant son background, concernant son opinion, concernant sa famille, ses valeurs ou peu importe. Des éléments qui vont pouvoir être créés au courant de la partie, qui vont pouvoir encourager, si on veut, la narrative actuelle, le scénario actuel. Ça permet au DM de pouvoir, de connivence avec vous, par exemple, plugger un élément important pour la partie ou pour le scénario en cours. Et ça vous permet également à vous de ne pas comme être trop justement coincé par des décisions que vous avez préalablement prises concernant votre personnage qui ne peuvent plus être, disons, qui ne peuvent plus être utilisées dans le scénario actuel et qui vient un peu contrecarrer l'idée que vous aviez de votre héros. Donc, pour ma part, c'est vraiment un petit conseil que je donne comme ça, de ne pas trop laisser des zones blanches, tu sais, des aspects des zones vraiment précises que, clairement, c'est pas le genre de choses que vous allez mettre sur table avec les autres personnages au courant des premières parties. Ça peut être vraiment des endroits que vous êtes allés, sans nécessairement dire qu'est-ce que vous y aviez fait. Vous pouvez également mentionner vous pouvez laisser des zones blanches, mais en laissant sous-entendre que à tel endroit, à tel endroit sur la map, tel endroit dans telle portion de l'aventure, vous laissez ça dans le fond à blanc, vous laissez ça ouvert, mais vous pouvez déjà vous attendre, par exemple, en vous disant à vous-même, cet endroit-là, il va y avoir quelque chose de négatif que je vais associer à mon personnage, qui pourrait être intéressant dans le fond à rajouter. Laisser dans le fond une zone blanche, laisser plusieurs zones blanches en fait dans la création de votre personnage, je pense que ça permet de rejeter beaucoup de saveurs en fait. Autre petit truc rapide parce que là, encore une fois je me rends compte que je vais commencer à en parler pendant quasiment une heure. Là. Autre petit truc rapide, c'est de rajouter dans le fond un élément, on va dire, vraiment qui sort du lot et qui va s'éloigner de la prémisse de base de votre personnage ou de son concept mécanique. C'est-à-dire dans le sens que souvent on va dire un magicien ça va être bon à faire de magie, un fighter ça va être bon pour se battre, etc. etc., etc. Je pense que ça peut vraiment être intéressant
de toujours rajouter, dans le fond, une facette de la personnalité ou une facette, on va dire, dans le concept même de votre personnage qui va s'éloigner beaucoup de sa prémisse de base. Et je trouve que la cinquième édition, par exemple, de Donjon Dragon a eu un bel ajout avec les backgrounds qui rajoutaient justement une espèce de passé à votre personnage, comme quoi vous n'êtes pas seulement un fighter, vous êtes un fighter, mais aussi un noble, ou vous n'êtes pas seulement un magicien, vous êtes un magicien, mais aussi, par exemple, un Outlander, vous venez d'ailleurs. Et je trouve que dans le contexte où est-ce que vous jouez à Donjon Dragon, c'est déjà super utile, mais si vous jouez à un autre jeu, ou même à Donjon Dragon aussi, vous pouvez en rajouter vraiment plus. Je trouve que ça peut vraiment être intéressant de rajouter quelque chose de vraiment unique à la conception même de votre personnage concernant sa classe et sa culture. Et il y a beaucoup de sites internet comme ça que vous pouvez dans le fond faire générer aléatoirement, dans le fond, une occupation ou des passe-temps et tout ça. Puis des fois, ça peut être intéressant. Je sais qu'il y a d'autres jeux de rôle qui vont avoir des tables en lien avec ça, des espèces de tables de pourcentage qui vont vous permettre de rajouter un peu de flavor autour de votre personnage. Mais pour ma part, je trouve que ça peut tout facilement se trouver sur Internet. Là. Il n'y a vraiment pas de problème par rapport à ça. Euh, autre petit truc, pour vrai, autre petit truc très simple. Euh, il y a un concept sur Internet que j'avais découvert, enfin un concept sur Internet, c'est pas vrai, un concept dans un autre jeu que j'avais découvert, que j'avais trouvé vraiment cool. C'était dans le jeu de rôle Legend of the Five Rings, qui est comme un jeu qui se passe dans une espèce de Japon féodal, mais fantastique, mais c'est pas vraiment le Japon. Bref, c'est une espèce de continent qui est inspiré fortement par une culture asiatique large. Et dans ce jeu-là, il y a un concept à la création de personnages que j'ai trouvé très bon, dans le fond, vraiment dans une étape qui ne doit pas être, dans le fond, oubliée, négligée. C'était le jeu des 20 questions. Ces 20 questions que vous répondez concernant votre personnage. Et ces 20 questions-là, je les trouve super utiles pour créer justement une bonne base. En quelque sorte, votre personnage aussi peut se créer à mesure que vous faites ces 20 questions-là parce que ça peut vous donner du jus, ça peut vous donner des idées. Parce que les questions vont rester quand même parfois nébuleuses. Il y en a d'autres qui vont être très précises, mais il y en a qui vont être très nébuleuses et ça va vous donner du jus un peu, l'espèce de carburant que vous permettre de créer. Dans le fond, c'est le background de votre personnage, son concept ainsi que sa psyché en quelque sorte. Et je sais que la table a été adaptée à beaucoup d'autres jeux. Seven Sea, là, maintenant, pour la deuxième édition, c'est sûr que ça doit être trouvable, dans le fond, sur Internet concernant les autres classes. Pas les autres classes, mais les autres jeux de rôle. Sinon, ça peut se construire soi-même. Il n'y a vraiment pas de problème par rapport à ça. Ça se trouve. Et c'est vraiment quelque chose que j'encourage fortement. Souvent, je l'ai souvent adapté pour d'autres jeux. Et ça permet vraiment de créer un personnage qui est très complet. Puis ça vous permet, dans le fond, de jeter un coup d'œil sur des éléments que vous n'aviez pas nécessairement pensé à la base. Un autre aspect, un autre point à prendre en compte concernant la création de personnages que je trouve vraiment important, c'est intégrer des défauts, intégrer des flaws à votre personnage. Je trouve que ça permet vraiment de créer, dans le fond, des moments où que votre personnage va, dans le fond, exprimer une crainte, lui démontrer ainsi que c'est un personnage complexe et complet. Ce n'est pas juste un héros unidirectionnel qui est l'exemple typique du paladin ou peu importe. Là. Je trouve qu'avoir des défauts, ça permet vraiment de créer un personnage qui va avoir quelques surprises que les autres personnages, ainsi que le DM, ne va pas nécessairement s'attendre. Et ça, c'est vraiment un point que je mets beaucoup de l'avant dans mes personnages. J'aime ça, jouer des personnages qui ont énormément de défauts, énormément de, de, de faiblesses en quelque sorte. Et outre le fait d'avoir des faiblesses, certaines personnes peuvent être un peu rebutées par ce concept-là en se disant oui, mais je joue un jeu de rôle pour justement incarner quelque chose que je ne suis pas. Ça permet d'avoir confiance en moi et tout ça. Oui, je comprends, je suis d'accord. Mais je trouve que le fait d'intégrer une faiblesse ou des défauts, ça permet de pouvoir donner une chance à votre personnage de un jour, dans le fond, dépasser cette faiblesse-là, ce défaut-là, et ainsi, dans le fond, devenir quelqu'un de meilleur et montrer que vous vous améliorez. Vous ne faites pas que devenir meilleur dans quelque chose dans lequel vous vous débrouillez déjà de base. Vous devenez meilleur
alors que vous réussissez à dépasser en fait un aspect de vous que vous n'appréciez pas à la base. Dernière petite chose que je vais dire concernant en fait la création de personnages, c'est quelque chose que je trouve important, mais pas nécessairement toujours facile à mettre en place pour votre futur aventurier. C'est la grosse question du pourquoi. Pourquoi votre aventurier est ce qu'il est aujourd'hui? Pourquoi est-ce que votre aventurier va partir à l'exploration? Pourquoi est-ce qu'il suit ces gens-là? Pourquoi est-ce que, dans le fond, il y a telle motivation? Pourquoi est-ce que ces valeurs-là? Je pense que dans certains moments, ça peut se trouver au courant de la partie. Je pense que c'est le genre de choses qui vont être développées avec le DM et aussi pour le plaisir de tout le monde, parce qu'au final, on joue en équipe, on joue en groupe. Je trouve que c'est la question du pourquoi est quelque chose qui doit être bien balancé, parce qu'au final, on ne veut pas non plus ralentir le rythme pour la simple logique de se dire que son personnage n'agirait pas de cette manière-là. Euh, je, je pense que c'est vraiment important de suivre un peu le flow, de suivre le groupe et, dans le fond, essayer de respecter l'espèce de rythme qui est donné. Sauf que je pense que c'est aussi très bien de se poser, dans le fond, des questions sur les motivations de son personnage euh, et qu'est-ce qui fait en sorte qu'il va vouloir compléter l'aventure dans laquelle il est, entourer des gens qui sont avec lui. Mais tout de même, ne pas négliger l'aspect travail de groupe, en quelque sorte. Donc, c'était mes petits trucs concernant, en fait, la création de personnages. C'est vraiment quelque chose aussi de très personnel. Encore une fois, c'est pas du tout des exemples qui sont pour tous. Je pense que chaque personne peut y trouver son compte. Je pense que chaque personne peut apprécier ou non ce que j'ai dit. Ça peut être beaucoup de merde pour certains, comme ça peut être bien appréciable pour d'autres. Maintenant, je vais vous donner en fait un petit top 5 des petits trucs que je trouve très utiles dans la conception d'aventure pour le DM. Et encore une fois, c'est un top 5, mais je ne dis pas que le numéro 1 est meilleur que le numéro 5, et je ne dis pas non plus que le numéro 5 est meilleur que le numéro 1. C'est seulement pour mettre un ordre. Numéro 5. Eh bien, pour mon numéro 5, ce que je vous conseille, et ça va peut-être vous paraître un peu particulier, c'est préparez-vous à jeter au complet tout au vidange. Dans le sens que vous avez un plan, vous avez une idée, vous avez un but, vous avez un objectif, vous avez une campagne, vous avez un scénario, bref, vous avez une aventure que vous avez mis de l'avant, mais il n'y a rien qui dit qu'une fois que cette aventure-là va être entamée par les joueurs, elle va se compléter de la manière que vous le pensiez. Les joueurs, dans le fond, demeurent on va dire, des espèces d'électrons libres, des petits éléments chaotiques qui peuvent, malgré leur bonne volonté à vouloir suivre l'aventure, à vouloir suivre la campagne, peuvent, même sans le vouloir, détruire complètement le scénario que vous avez conçu, ou même peut-être le compléter, voyant des failles dans celui-ci, le compléter de manière à ce que vous ne l'aviez pas perçu, vous n'aviez pas pensé que ça pouvait se terminer ici, et les joueurs ont réussi en fait à on va dire, outrepasser les différents dangers que vous avez mis sur leur route, et ils en sont sortis victorieux. Donc, soyez vraiment prêts à ce que tout puisse se ramasser au vidange, soyez pas trop attachés à votre aventure, et créez-vous en fait des espèces de petits feelers, des espèces de petites pochettes, des mini-aventures qui vont pouvoir tourner autour de votre scénario principal et qui vont pouvoir être pluguées, dans le fond, dans l'aventure de manière naturelle, sans que ça puisse montrer que c'était, on va dire, quelque chose qui n'était pas prévu. Admettons que les aventuriers réussissent à compléter un donjon à une vitesse absolument inouïe et que vous ne pensiez vraiment pas que ça allait se terminer comme ça. L'un des exemples que j'avais déjà mis en place, c'était au moment où les joueurs arrivent pour sortir dans le fond du donjon. Ils croisent dans le fond sur la route de sortie un autre groupe d'aventuriers qui s'apprêtait également à rentrer dans le donjon,
et qui sont prêts à les passer au couteau s'ils ne donnent pas en fait les trésors qu'ils avaient trouvés à l'intérieur. Donc un autre groupe d'antagonistes qui équivaut à celui des joueurs qui venaient compléter, on va dire, la même quest qu'eux. C'est un exemple parmi tant d'autres. C'est seulement pour vous dire en fait de vous préparer à des plans B, plan C, plan D et de ne pas trop vous attacher à votre campagne. Parce que, comme je dis, même si les joueurs le savent que vous avez écrit quelque chose, même si les joueurs le savent que vous jouez un module précis, ça peut arriver, volontairement ou non, qu'ils aillent vraiment pas dans la direction que vous pensiez. Numéro 4. Comme numéro 4, c'est un autre conseil que j'aime mettre en pratique moi-même et que même que lorsque j'écris certaines aventures, même les aventures que j'aimerais éventuellement mettre disponibles pour la communauté de co-critique, c'est de les écrire en forme de squelette. Un squelette, en fait, c'est vraiment une idée de base, un concept, écrire dans le fond la structure de votre scénario, de votre campagne, de votre aventure, que ce soit un one-shot ou sur le long terme, et vraiment de le décortiquer, mais de mettre seulement la base pour voir si au moins ça se tient ensemble. Si votre squelette se tient, après ça, vous allez pouvoir dans le fond mettre la chair autour de l'os et le remplir comme bon vous voulez. Mais c'est vraiment de vraiment être capable de créer quelque chose qui, sur papier du moins, va avoir une certaine logique et qui va se créer sans trop en mettre. Vous n'avez pas besoin d'expliquer sur 20 pages pourquoi est-ce que la porte de l'entrée du donjon est faite en adamantium. Là. C'est vraiment pas important. Mais en fait, c'est peut-être important pour vous, mais si vous avez l'impression que ce détail-là ralentit un peu votre rythme, dans le fond, de création face à la prochaine fois que vous allez jouer, bien, laissez tomber, c'est pas grave. Là. Je veux dire, au pire des pires, c'est le genre d'éléments que vous allez pouvoir peut-être ajouter même après, si, admettons, vous voulez garder des espèces d'archives de vos aventures et tout ça. Mais tout de même, créer un squelette du donjon, je trouve que c'est quelque chose qui est très important. Souvent, ce qu'on parle, exemple, il y a un concept qui est souvent mentionné sur Internet qui parle du 5-room dungeon. C'est un concept qui est relativement assez facile, qui sert en fait à designer, si on veut, un donjon, ou du moins une aventure. Une aventure aussi peut être designée sous la forme du 5-room dungeon, c'est-à-dire en 5 étapes faciles. Première étape, une entrée. Qu'est-ce qui fait débuter l'aventure? Deuxième étape, dans le fond, un challenge de roleplay ou des puzzles. C'est tous des éléments à mettre dans une aventure, des éléments qui sont incontournables, entre parenthèses. Troisième étape, dans le fond, un piège, ou du moins un contretemps, quelque chose qui va faire en sorte que les joueurs vont devoir réévaluer un peu leur stratégie et peut-être changer d'opinion ou changer dans le fond de fusil d'épaule même peut-être. Numéro 4, point 4, dans le fond, un climax, une grosse bataille, un gros conflit, bref, l'espèce de grande finale qui fait en sorte que les personnages vont devoir affronter le danger et peut-être même mourir. Et finalement, numéro 5, c'est dans le fond la révélation, la twist, ce qui est l'espèce de plot twist, qui est votre punch à la M. Night Shyamalan, là, vraiment, qu'est-ce qui est donné aux joueurs suite au gros combat du point 4. Donc ça, c'est le 5-room dungeon. Je trouve ça utile, je trouve que ça peut bien se modeler, je trouve que ça peut aussi se tourner un peu dans tous les sens. Ça n'a pas besoin d'être. C'est pas quelque chose de rigide, là. Vous pouvez le détruire, faire ça en 4 étapes ou en 3 même. Mais c'est juste pour montrer au final que c'est un petit truc de base qui permet d'être pensez-y bien. Rappelez-vous l'étape 1, rappelez-vous l'étape 2. Est-ce que l'étape 3 est utile dans l'exemple ci présent? Qu'est-ce que ça peut apporter de mettre l'étape 2? Bref, moi je trouve ça cool. Vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez aller checker sur Internet, il y a plein d'exemples. Mais c'est un pensez-y bien. Créer un squelette. Numéro 3. Ça peut sembler facile, ça peut sembler logique, sauf que parfois, ça peut nous prendre par surprise et je pense que c'est le genre de choses que les DM doivent prendre ça en considération. Ça fait un peu du rebond sur mon point 5, c'est-à-dire, dans le fond, qu'est-ce qui motive les joueurs à faire cette aventure-là? Qu'est-ce qui motive les joueurs à compléter ce one-shot-là, cette campagne-là? Pourquoi est-ce qu'ils sont impliqués?
Dans le contexte d'une campagne ou dans le concept d'un scénario qui se fait en quelques séances, je crois que c'est bien de vraiment mettre en place, si on veut, la base de votre histoire pour que les joueurs se sentent vraiment impliqués dans celle-ci. Et encore une fois, j'ose croire que ils vont jouer dans le sens du scénario, je crois. Ils vont jouer aussi dans le sens de leur bon vouloir parce que le but c'est que tout le monde ait du fun. Mais ça peut arriver que de temps en temps, l'objectif de l'aventure va faire en sorte que ça ne va pas interpeller les joueurs. Et à ce moment-là, ben, c'est vraiment qu'est-ce que vous pourriez trouver qui pourrait motiver en fait les personnages à partir, à faire cette aventure-là. Est-ce que c'est dans le fond un danger qui plane sur leur famille? Est-ce que c'est dans le fond ils sont obligés en quelque sorte, vraiment ils sont contraints? Ça, je vous avoue, faites attention avec ça, il y a certains joueurs qui ne vont pas apprécier. Comme par exemple, ils se réveillent, ils sont enchaînés dans un bateau, dans une cale de bateau, tous ensemble. Est-ce que c'est, dans le fond, leur destinée? Est-ce qu'ils sont tous marqués par un sceau quelconque qui fait en sorte que, genre, ils doivent accomplir leur destin, sinon le monde sur lequel ils sont détruits? Je suis pas un très grand fan de, genre, sauver le monde, sauver la galaxie, empêcher la destruction d'un univers. Mais si c'est le genre de choses qui vous motivent, pourquoi pas? Bref, c'est vraiment de trouver qu'est-ce qui va motiver les personnages à faire cette aventure-là et à rester ensemble. Je pense que c'est très important à ce moment-là, à ce moment-là précis, d'avoir une bonne idée de quels sont les personnages. C'est vraiment leur background complet, du moins de ce que les joueurs ont bien voulu écrire, et également aussi votre aventure, afin que vous puissiez dans le fond faire les liens entre les deux et voir comment est-ce que ça peut se relier comment est-ce qu'il peut avoir, quel lien vous pouvez faire entre les personnages et le scénario en place, tout en faisant des liens pour que les joueurs se sentent impliqués dans leur motivation concernant le fait de compléter en fait cette aventure-là. Numéro 2. Numéro 2, encore une fois, je trouve que ça revient un peu plus tôt cette fois-ci sur mon numéro 4, le squelette. C'est vraiment de choisir un pilier à l'aventure. Dans le livre du joueur, il est mentionné dans le fond que il y a 3 piliers majeurs à un gameplay, à une forme de jeu en quelque sorte. Il y a l'exploration, il y a l'interaction et il y a le combat. Chaque aventure a un peu des 3, mais ça aide vraiment beaucoup à choisir en fait un des piliers sur lequel plus travailler. En cas on va dire si vous hésitez sur quel palier jouer, n'hésitez pas à demander en fait à vos personnages, à vos joueurs en fait, pour savoir c'est quoi qu'est-ce qui les motive à jouer, qu'est-ce qui les motive à jouer avec vous, outre le plaisir d'être en gang et de s'amuser comme des petits fous. Qu'est-ce qu'ils aiment le plus dans une aventure? Est-ce que c'est plus le combat? Est-ce que c'est plus l'exploration? Est-ce que c'est plus l'interaction? Vous aussi, en tant que DM, vous devez savoir dans quoi est-ce que vous êtes à l'aise. Si les combats, vous n'êtes pas tant à l'aise parce que vous trouvez ça trop compliqué, essayez peut-être de mettre l'accent sur un des 2 autres paliers. Pour ma part, je sais que je suis un très grand fan de l'exploration. J'aime beaucoup quand les joueurs doivent découvrir quelque chose, doivent s'enfoncer, faire des descriptions. Je pense que j'ai beaucoup de croûte à manger sur d'autres aspects, mais je pense que l'exploration, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Ça vous permet vraiment chaque pilier en fait apporte vraiment une espèce de mode de jeu vraiment précis, vraiment un espèce de dungeon crawl. Ça va vraiment beaucoup mettre plus de l'avant si on veut l'exploration et le combat, alors que une aventure dans une ville va plutôt sûrement mettre plus de l'avant si on veut la diplomatie et peut-être encore une fois un peu d'interaction, c'est-à-dire de l'intrigue et tout. Fait que bref, vraiment choisissez un pilier de base sur lequel reposer au moins, on va dire peut-être un scénario, alors que le scénario suivant pour pouvoir surfer sur un autre pilier, mais choisissez un pilier de base pour pouvoir bien débuter, dans le fond, une aventure. Finalement, numéro 1. Numéro 1, je sais que ça ne fera pas je sais que ça va pas faire l'unanimité parce que j'en parle souvent avec des collègues DM et je me fais souvent pas rabrouer, mais j'ai beaucoup de personnes qui ne sont pas d'accord avec moi là-dessus et c'est très correct. Chacun a sa manière de faire, chacun a sa manière de construire ses aventures et tout ça.
Mais moi, je vois en fait une aventure et une partie, je vois ça un peu comme une pièce de théâtre. Il y a ce qui se passe devant les rideaux, ce que les joueurs vont voir, il y a ce qui se passe derrière les rideaux, c'est-à-dire les préparatifs, dans le fond, la mise en place de l'histoire et tout ça. Et ce qu'il y a derrière les rideaux, ce que les joueurs ne vont jamais voir de toute l'aventure, n'a pas besoin d'être élaboré sur une backstory aussi profonde que qu'est-ce qui va se retrouver devant le rideau. Je m'explique. Je trouve que c'est comme faire un show. Montrer une aventure, c'est faire un show et ça doit se tenir, je suis d'accord, ça doit se tenir. Il n'y a pas juste la surface qui compte. Sauf que dans ma création, si on veut, d'aventure, il y a des éléments que je préfère mettre de l'avant, c'est-à-dire une ambiance, des émotions ressenties, on va dire de l'intrigue, ça veut dire ce que les joueurs peuvent découvrir. Et j'ai pas, on va dire, j'ai moins le plaisir que d'autres de créer un univers qui va, dans le fond, reposer sur 800 pages de création et que chaque NPC, chaque personnage non joueur va avoir 40 pages de background avec des intentions et tout ça. Et que, dans le fond, chaque moulure de tel temple, dans telle aventure, va avoir sa raison d'être, même si les joueurs ne vont absolument pas aller dans cette direction-là. C'est quelque chose que je considère, ça me stimule pas pantoute, ça me tente pas du tout, donc j'essaie de vraiment maximiser mon temps, maximiser mes efforts sur qu'est-ce que les joueurs vont pouvoir avoir accès, que ce soit directement ou indirectement, c'est-à-dire en faisant des recherches durant l'aventure. C'est la même chose lorsqu'on crée un univers en quelque sorte, je trouve que c'est beaucoup plus plaisant de avoir une idée globale, mais de focuser vraiment beaucoup sur, on va dire, une partie, si on veut, du setting, de l'univers, afin que cette partie-là soit riche pour les joueurs, alors que ceux-ci n'auront pas nécessairement accès à tout ce qui se déroule autour d'eux sur d'autres continents. On s'en fout un peu, même si pour vous en tant que DM, en tant que créateur, en tant que personne qui aime écrire du lore et qui aime créer des choses qui se tiennent, vous pouvez avoir un plaisir à le faire, eh bien faites-le, je vous juge pas. Sauf que pour ma part, je préfère prendre cette énergie-là, ce temps-là, à le mettre, dans le fond, plus sur l'avant-scène, afin que ça soit plus concret pour les joueurs, en quelque sorte. Et ça, c'est vraiment mon point 1, c'est très personnel. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec ça. Et je dis ça, mais ça laisse pas sous-entendre que genre mes histoires, c'est seulement de la surface puis il n'y a pas de raison. Non, non, non. Au contraire. Je veux dire, il y a de la raison, il y a un contexte, il y a un arrière-scène qui est présent, qui est là. Sauf que je ne vais pas, dans le fond, l'élaborer plus que de raison afin on va dire, de sustenter mon besoin personnel narratif d'un monde complet. C'était mon point numéro 1. J'espère que vous avez apprécié ce petit discutant entre les dés et on se dit à une prochaine fois.